et qui donc sera dans une situation de à chacun selon son besoin. Voilà le schéma marxiste. Alors, en un sens, Marx a raison, c'est qu'effectivement, le capitalisme a formidablement produit de la valeur. Et c'est là où je suis plus marxiste, c'est que je pense qu'effectivement, ce qui a permis de faire en sorte qu'une grande partie de la population mondiale soit sortie, je pèse mes mots, de la misère, de la pauvreté, il y en a moins aujourd'hui qu'avant. Il y en a moins aujourd'hui qu'avant, c'est le capitalisme, c'est pas le communisme. Voilà. Je pose les choses clairement, mais voilà, si vous voulez, il y a un prix Nobel d'économie 2013 qui s'appelle la grande évasion. Il y a des gens qui n'ont pas pris la parole. Madame. Oui, bien sûr. Bonjour. Mais il faut respecter. Merci. Merci à tous. Je suis obligé de rentrer pour dormir. Bonne nuit et puis j'espère qu'on a montré qu'on est. C'était très chouette. Pluraliste. Et très pluraliste. Et en plus instructif. Je regrette, mais je dois aller dormir un peu à Paris. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Et merci à tous. Au revoir. Attendez un petit peu, petit mouvement. Que je ne foute pas trop de bordel. Ils ne vont pas vous écouter après les autres. Non, après je m'en vais. Mais bravo. Bonne soirée. très chouette. Je suis Nathalie, le samedi. Au revoir. Il est en campagne, normal. Ça fait partie de la vie en société. Ouais, c'est la bonne surprise. Démocratique. Oui. Donc, la démocratie, à la base, il y a des élections. De plus en plus de gens ne veulent plus voter. Pour X raisons, pas forcément parce qu'ils sont au chômage, mais il y a une désaffection par rapport à ces élections réelles. Que pensez-vous du pouvoir des médias? Alors, désaffection, il faut relativement pondérer, parce que ça dépend des élections. Par exemple, les élections présidentielles restent des élections à très fort investissement. Les autres élections, les élections municipales restent assez largement investies. Le Parlement, lui, c'est plus compliqué. L'Europe, n'en parlons pas. Donc, vous voyez, il y a effectivement une désaffection, mais par exemple, si vous voulez, la campagne électorale, les campagnes électorales, c'est des moments qui sont formidablement intéressants, parce que c'est sujet de conversation. Enfin, j'allais dire, où voit-on la désaffection à l'égard du politique? Certes, la comptabilité, les chiffres et les participations ne sont pas toujours très bons, mais le débat, la discussion que ça suscite, la passion à l'égard des émissions politiques qui ont lieu, le débat sur la primaire, c'est quand même un tout petit enjeu de gauche, c'est un tout petit enjeu. Il y a 5 millions de personnes qui l'ont regardé, alors qu'il n'y a qu'un 1,5 million de personnes qui sont allées voter. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Mais ça touche une partie de la population. Oui, mais laquelle? Voilà, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'il faut être attentif sur la désaffection à l'égard du politique. Je pense qu'elle est moins nette qu'on le dit souvent. Voilà, c'est un sentiment spontané. Il y a beaucoup de passion. Les propositions alternatives sur la démocratie participative suscitent un enthousiasme débordant. Nuit debout, c'était pas un mouvement massif, mais voilà, ça a suscité beaucoup d'adhésion. Il y a un intérêt réel et général à la politique qui peut s'exprimer dans différents domaines, mais qui est réel. Donc voilà, et c'est pas simplement contestataire, c'est aussi constructif. Voilà, mais ça c'est une différence. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je pense que je pense qu'il y a la France des villes et la France rurale. Oui, oui, bien sûr, oui. Enfin, c'est à la France qu'on appelle la France périphérique, c'est-à-dire il y a la France des villes, il y a la France vraie rurale, et puis il y a la France qui est ni tellement périphérique, ni tellement rurale, ni tellement périphérique. C'est les thèses du géographe Christophe Gulli et qui se sentent vraiment exclus de tous les débats. Voilà, donc ça, je suis d'accord avec ça. Bon, le rôle des médias, c'est une question immense. Francis, c'est après vous. Oui. Il y avait d'autres personnes qui avaient demandé la parole? Moi après. Alors, Francis, vous, dont je ne connais pas le prénom. Corinne.
Christine. Et On est voir d'accord après. Fatia. Oui, la question des médias de madame est intéressante quand même. Parce que Et après, on conclut parce que... Elle rejoint votre peuple opinion quand même. Parce que votre peuple opinion, qui est entre les deux, entre l'État et la société, l'opinion est faite par les médias. Donc c'est une question qui est extrêmement intéressante, quoi. Mais moi, c'est pas ma question. Je voudrais juste faire un petit constat, rappeler un petit constat peut-être, deux constats, un petit et un plus important. Le petit, c'est, on parle de Victor Hugo, on rigole un petit peu, mais moi, si je me souviens bien, il a quand même condamné la Commune. Donc je ne rigole pas de quelqu'un qui a condamné la Commune. Donc ça, c'est juste un petit rappel. Le second rappel, ça concerne la démocratie représentative. Et on parlait tout de suite du rôle des politiques. Je ne suis pas persuadé aujourd'hui que les chômeurs ils soient contents de la représentation à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je ne suis pas persuadé aujourd'hui que les ouvriers soient contents. Je ne suis pas persuadé aujourd'hui que les femmes soient contentes aussi de la représentation à l'Assemblée nationale. Alors, il y a peut-être un corps électoral qui serait peut-être intéressant par la représentation aujourd'hui. Ce sont les personnes âgées, hein. Vous savez, c'est le corps électoral arthritique, hein, dont parle Emmanuel Todd. Hormis ça, donc, et si d'un côté la démocratie participative n'est pas très intéressante parce que finalement ça reste territorial, si la démocratie représentative ne nous représente plus et les gens vont à la pêche plutôt que d'aller aux élections, cela dit, Badiou disait que c'était du fétichisme parlementaire aussi, hein, les élections. Donc je considère que finalement il n'y a pas de voie, hein. Quelle est la voie, hormis peut-être le retour des communs, mais si le retour des communs finalement ça ne représente aucun danger, le jour où ça représentera un danger, les libéraux vont y tomber dessus, et puis ce sera terminé, on n'en parlera plus. Donc finalement l'alternative elle est où? Alors il y en avait un il n'y a pas longtemps, quand on avait fait un débat sur l'économie, il disait la seule alternative qu'il y a c'est de prendre des armes. Donc alors bon, c'est quand même un peu fort, quand même, hein. Mais le débat aujourd'hui, ce n'était que on en des est barres où, de qu'est-ce qu'on fer. fait, on fait quoi? Ce n'était que des barres de fer. Donc voilà, donc, Oui, mais bon, démocratie c'est pas participative, pas possible, démocratie incrédule, donc on fait quoi? Non, mais je pense qu'il faut éviter aussi le solutionnisme, c'est-à-dire l'idée que c'est un peu un rêve d'enfant que de dire, imaginons une cité où tout le monde serait en confiance. Imaginez, voilà, on sait faire, hein, il y a des produits, il m'échappe, mais il y a un produit chimique, vous le pulvérisez, tout le monde s'aime. Voilà. Ça marche formidablement bien. C'est l'ocytocine, voilà, l'ocytocine. Ben si, juste ça. Et ben voilà, avec ce produit, vous serez obligé d'aimer Sarkozy. Donc, je suis bien d'accord. Donc, voilà, le solutionnisme, on a des solutions chimiques, ça marche à tous les coups. Ben, c'est pas la vie comme vous, on n'a pas envie, on préfère un peu se détester, parce que ça donne un peu avoir de bonnes raisons en plus de se détester. Après, c'est pas au point de se tuer, parce qu'on est des gens civilisés, mais je veux dire, il y a des vrais désaccords. Donc la société de confiance, non. Vous ne pensez pas plutôt que finalement la représentation pourrait être beaucoup plus effective à l'Assemblée nationale et au Sénat? Non. Si elle était beaucoup plus effective, peut-être que les gens considéreraient aussi que finalement il y a un pouvoir politique qui est effectivement là pour discuter avec eux, pour débattre, plutôt que finalement de ne pas discuter du tout. Représentation effective, ça veut dire quoi? Parce que c'est ça le problème, c'est ça l'enjeu. Si vous êtes dans une logique du reflet, c'est-à-dire, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez un miroir exact, c'est impossible. Il y aura toujours une minorité, une identité qui va se considérer comme... Eh bien oui, mais c'est ça le problème, c'est où passe la limite? Oui, où passe entre un député ouvrier qui représente Alors, 25%... derrière... Voilà, c'est une question effectivement de proportion, je suis d'accord. Mais je veux dire par là que aussi, imaginons, je suis député, rêvons, je me sens très bien à même de représenter les femmes. Je ne vois pas pourquoi je ne représenterais pas les intérêts des femmes, je représenterais les intérêts, je suis stéphanois, je représenterais les intérêts de Lyon. Alors je suis stéphanois, ça peut aussi m'arriver, enfin, alors que franchement, c'est pas absolument inconcevable. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est on pense que les gens, cette vision, c'est les gens sont focalisés sur leur identité, c'est une vision néolibérale. Je suis ce que je suis. Je suis femme, je ne pense qu'aux femmes. Je pense comme femme et je ne pense que comme femme. Non. Je peux être vieux et penser aux jeunes. Et je peux vous dire d'ailleurs que ceux qui pensent le plus aux jeunes, c'est les vieux. Parce que les jeunes, ils peuvent penser aux vieux d'ailleurs, mais voilà, mais ça arrive. Je veux dire, ce qui anime les parents, c'est évidemment le devenir de leurs enfants. Donc voilà, la représentation reflet. Attention. En même temps, je suis d'accord avec vous, il faut être honnête, il y a aussi une question de proportion et de limite. C'est vrai que, bon,
il y a un moment, il y a un effet négatif de dire ouais, tous ces sénateurs se ressemblent tous, et c'est un peu démoralisant, et nous, on ne se représente pas dans cette représentation, on ne se voit pas dans cette représentation. Voilà. Donc, il faut de la proportionnelle, comme Payon le propose. Tout le monde soit représenté, qu'on n'ait pas des gouvernements à 25%, je suis d'accord. qui ne représentent qu'un Il n'est pas le seul. Ça marche plus. Et ça fait longtemps que la proportionnelle, malheureusement, est proposée. Tout le monde le propose un petit peu, et puis au gouvernement, on le dit. Alors, vous avez fait, excusez-moi de le dire, mais une erreur fondamentale, parce que vous avez dit que Marx, bien entendu, comme tout le monde le sait, je peux dire une évidence, il était, mais selon, ça aurait pu induire en erreur ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il était pour le capitalisme. Or, c'est complètement le contraire. Marx est totalement de gauche. Il disait... vous n'avez pas compris. Il y a aussi un petit malentendu. J'ai dit que Marx prouvait que dans le capitalisme, il y avait une invention géniale qui était la plus-value, c'est-à-dire la création de valeur. Simplement, il considérait que la création de valeur, selon le mode capitalistique, était contradictoire, c'est-à-dire produisait des effets pervers qui allaient faire exploser le capitalisme. En revanche, ça je pèse mes mots parce que c'est une lecture que l'on fait rarement, Marx est un scientifique. Marx est un scientifique, donc il n'a pas une critique morale du capitalisme en disant que le capitalisme est injuste. Il a une critique scientifique du capitalisme, il considère que le capitalisme, ça ne tient pas. C'est contradictoire. Voilà. Si vous voulez, un scientifique, il ne va pas dire cette équation est immorale ou elle est injuste. Il va dire cette équation est fausse. Bon. Eh bien, pour Marx, le capitalisme est faux. Il n'y a pas de critique morale du capitalisme chez Marx. Voilà. Voilà. Et donc, on peut le relire comme ça, c'est ça ce qui l'anime. Après, l'injustice, c'est pas du tout une critique au nom de l'injustice. Même dans les textes de jeunesse. Enfin bon, voilà, ça c'est. Je voulais apporter une réflexion. On disait que les gens ne votent plus, mais il faut voir aussi quand le chômage aggrave la situation. Regardez encore maintenant Whirlpool, etc., etc. Nous, dans les Ardennes, si vous êtes parisien, bien sûr, vous ne savez pas, mais... Il a vu dans l'Express. Saint-Étienne, ça va bien. Super. C'est pas mal. Christine? Oui, ah oui, moi. Bon, moi, quand on réfléchit à la démocratie, à l'évolution de la démocratie, etc., que pensez-vous pour faire évoluer la démocratie ou pour impliquer les gens ou pour justement les râleurs, les égoïstes, etc., pour qu'ils s'impliquent? Est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas, faire évoluer le vote blanc beaucoup plus, de façon que ce soit comptabilisé comme les autres, hein, parce que maintenant il est reconnu, mais après il n'est pas pris en compte dans les pourcentages, hein, et rendre le vote obligatoire. Le vote est obligatoire, mais il n'est pas... Non, mais obligatoire, mais pénalisé. Voilà, il n'est pas pénalisé. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je pense que le vote blanc, voilà, mais ça c'est vraiment une opinion, ça discute. Moi je vote jamais blanc, j'ai jamais voté blanc, mais je vous pose la question parce que ça pourrait inciter plus de... Ça me paraît... Alors évidemment, si le vote était obligatoire, il faudrait comptabiliser le vote blanc, ça serait la conséquence. Mais bon, ça me paraît pas, disons, un élément essentiel. C'est vrai que du point de vue de la rationalité des acteurs, déjà, rendons-nous bien compte, voter c'est absurde. Voter, c'est logiquement absurde, parce que plus il y a de gens qui votent, moins votre vote a d'importance. Donc c'est un acte, logiquement, rationnellement, ce qu'on appelle le paradoxe du vote, qui a été bien étudié par les théoriciens du choix rationnel, c'est un acte littéralement absurde. Donc, si en plus vous allez voter blanc, je veux dire, c'est deux fois absurde. Ah oui, mais ça j'en conviens, voilà. mais bon... Donc, la comptabilisation du vote blanc me paraît quelque chose d'extrêmement marginal. Je rappelle aussi que dans la Grèce antique réputée être le modèle de démocratie participative, le vote blanc en tôle. Voilà. Vous n'aviez pas le droit de ne pas choisir. Vous étiez obligé de choisir. Voilà, là, ce serait une position intéressante. Hein? C'était pas secret, non. Vous n'aviez pas le droit de ne pas voter. Vous étiez obligé
de participer. C'est un mal vu. Et la l'obligation Voilà. et l'obligation Pour des non sérieux. Voilà. Sur le vote obligatoire, là aussi, j'ai une position qui est un peu... Ça discute, enfin, j'ai pas... Voilà, ça se discute. Je suis contre parce qu'on est dans des sociétés libérales et si on n'a pas envie d'aller voter, on a le droit de ne pas avoir envie d'aller voter. Voilà. Mais pour râle pas après. Comment ? Si on a même le droit de râler, c'est-à-dire la contradiction n'est pas punie par la loi. Voilà. Sinon, il n'y aurait plus beaucoup de philosophes sur Terre. Ils seraient tous en tôle. Bon. Moi, j'essaie d'être cohérent, mais je n'y parviens pas toujours. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est la société libérale, c'est de se dire, et c'est pour ça que j'aime la liberté. J'ai pas envie d'aller voter, je ne vais pas voter, j'ai le droit de râler après. Voilà. Et après, je suis incohérent, mais je ne m'en prends qu'à moi-même. Avant de donner la parole à Fatia, ne partez, on va vous demander vraiment 2 minutes parce qu'on doit se dépêcher aussi, nous. Parce que j'ai deux, trois petites infos à vous faire. Et donc, avant, je donne la parole à Fatia. Ma remarque sera rapide. Déjà, je vous remercie d'être venus encore nombreux, puisque on fête ensemble ce soir nos 2 années à l'Université populaire des Ardennes. Comme disait tout à l'heure Philippe, c'est vrai qu'on espère à nouveau en 2017 votre présence, nombreuse, toujours aussi nombreuse. Et puis c'est vrai que pour un froid dimanche comme ça, c'est très intéressant de vous avoir et de vous revoir. Et puis pareil, n'hésitez surtout pas à nous soumettre pour l'année 2017 vos remarques. Par rapport à ce que vous disiez, moi je voudrais surtout faire une remarque par rapport moi ce qui m'embête actuellement, vraiment, moi je suis un peu, je suis prof d'anglais, donc vous imaginez le Brexit et puis surtout Trump, je suis bien servi cette année. Donc moi c'est surtout moi ce qui me fait peur cette année par rapport aux élections qui approchent à grands pas, c'est la question des sondages. Vous avez parlé tout à l'heure des sondages et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, globalement parlant, voilà, vous disiez il y a plusieurs types de raisonnement, mais c'est vrai que les gens, on a l'impression qu'ils vont voter selon ce qui se passera la veille, l'avant-veille, comme ce qui s'est passé en 2001, je crois, au moment du papy qui s'est fait tabasser, puis qu'on a vu les images de 2001-2002, donc c'est vrai que les images en boucle, et puis le lendemain, on a vu les résultats. Donc voilà, quelle importance donner au sondage, et surtout comment faire pour que voilà, les spécialistes du sondage, des sondages, que ce soit ici ou ailleurs, mais surtout pour nous, ce qui nous concerne dans quelques semaines, leur dire, voilà, attendez, vous n'avez pas toujours raison, et puis comme vous dites, c'est pas les quelques échantillons de, voilà, qu'est-ce que tu en penses, et oui, non, un point à la ligne. C'est un peu plus complexe, ces questions-là. Et c'est vrai que c'est surtout ça, voilà, c'est ma grande inquiétude, j'ai l'impression que les gens vont vraiment... je suis pas très... Voilà, j'ai de l'espoir, je suis pourtant quelqu'un assez dynamique et puis assez optimiste, mais c'est vrai que je suis en plein questionnement par rapport à cette thématique des sondages, d'accord ? Et puis pour un petit peu conclure aussi, vous avez mis tout à l'heure l'histoire de jeu est un autre, vous avez parlé de la société du jeu est un autre, c'est impossible. On est dans la ville de Rimbaud, c'est lui qui a tout simplement dit cela il y a quelques siècles. Et voilà, la question des sondages me turlupine un peu, elle me fait peur. Oui, sur les sondages, juste un petit point, c'est que, ils sont quand même, ils ont vraiment la trouille dans les organismes de sondage avec Trump et Fillon, et puis à certains égards, mais Hamon est moins spectaculaire parce que justement ils avaient anticipé sur cette affaire. Voilà, donc les sondeurs sont désormais extrêmement prudents et donc vont tourner plusieurs fois leur langue dans la bouche avant de parler et de sortir des chiffres. J'ai pas mal d'amis, notamment Roland Quérol, qui travaillent dans ces questions. Ils sont des bons connaisseurs de ces époques. Voilà, ils sont extrêmement sensibles au fait de devoir changer et transformer leur logiciel en quelque sorte pour capter des éléments qui sont ce qu'on appelle les signaux faibles. Mais voilà, la mauvaise nouvelle peut-être, c'est qu'au-delà des sondages, nous allons disposer bientôt d'éléments qui vont finalement nous faire regretter les sondages, qui sont les big data. C'est-à-dire le fait que, d'une certaine façon, nous n'aurons plus besoin des enquêtes qu'on fait, vous allez voter pour qui, Fillon, En fait, on va pouvoir déduire, avec une algorithme bien faite, de vos comportements quotidiens, de nos comportements quotidiens, ce qu'on va acheter, ce qu'on va faire, les sites sur lesquels on va pouvoir déduire notre comportement électoral. Voilà. Et là,
avec une puissance de calcul hallucinante, en temps réel, minute par minute, les choses peuvent changer. Et du coup, on va regretter assez rapidement le bon vieux temps des sondages. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui arrivera, qui sera sans doute contrôlé.